Écoutez, on va commencer notre séance du séminaire aujourd'hui sur les congrès et la mise en ligne des congrès du Parti communiste. Cette séance est liée à deux éléments. Un, bien sûr, classique du séminaire entre l'Université de Rouen, l'Université de Dijon et la Fondation Gabriel Péry. Et d'autre part, lié avec les enjeux d'accès aux archives et de mise en ligne d'archives, en particulier à la Maison des sciences de l'homme de Dijon, en partenariat avec les archives du PCF, les archives de Seine-Saint-Denis. Et dans cette prolongation, hein, avec le site Pandore, que vous connaissez déjà, le portail d'archives numériques de documentation et de la recherche, dans le cadre d'un appel à projet avec les collections d'excellence de la BNF, Collex Percé, on a eu un financement. On a évoqué le CERM déjà, et Jean Numa copilote véritablement et pilote pardon, ce projet sur le CERM. On a évoqué les brochures, on avait évoqué d'autres fois les revues. Et bien, cette fois-ci, ce sont les congrès. Ils ont tous été numérisés, pardon. Ils sont quasiment tous indexés. Ils vont être mis d'ici la fin du printemps et début de l'été, je pense en juin. Tout sera en ligne, accessible. Là, on est au moment où on va vous montrer ce qui a déjà été fait. C'est important d'avoir les congrès. Peut-être que d'aucuns diront que ce n'est pas important d'avoir les congrès. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est important d'avoir les textes rassemblés, puisque ça permet de voir les évolutions sur le temps long, puisque là, c'est l'ensemble des congrès. N'oublions pas que le CODOS l'avait fait pour les congrès de la SFIO avec Gallica et la BNF, ce qui fait que le premier congrès, de fait, c'est le dernier congrès peut-être de la SFIO en 1920. Bon, il est déjà en ligne, mais on pourra bien sûr voir l'ensemble des autres, c'est-à-dire de 1921. Il y a 38 congrès au total qui seront mis en ligne. Alors essentiellement, les textes publiés autour de ces congrès, les résolutions, les changements de statut aussi qui participent du fonctionnement et de l'organisation du parti. Et puis au-delà de ces enjeux d'organisation du parti et de lignes politiques qui sont définies dans les congrès, le personnel, le politique qui est présent. C'est-à-dire eh bien, comment les instances sont renouvelées en fonction de 3 congrès que l'on va vous présenter. Serge va présenter le congrès de 1929, si j'ai bonne mémoire. Je vous présenterai, moi, celui de 1964. Et puis, Roger va vous présenter celui de… Quelle année, du coup, Roger? Entre 1945 et 1979, on va dire. Ouais, voilà, parce qu'on avait Non, prévu le qu'il fasse… 23e. Ah bon, le 23e, théoriquement. parce que depuis tout à l'heure, il me fait des blagues, donc je ne sais plus s'il fait vraiment le 23e ou s'il fait l'ensemble des congrès. En tout cas, ce sera une présentation pour montrer en quoi l'objet congrès peut quand même apporter encore des éléments, même si on pourrait considérer que c'est une histoire politique à l'ancienne, une histoire politique traditionnelle qui évolue, qui permet de travailler pardon, sur l'évolution d'une organisation politique en fonction du discours qu'elle produit. Mais il y a peut-être d'autres éléments. Je pense entre autres au renouvellement récent lié au congrès de Tours. Qu'est-ce qu'un congrès politique? Le numéro de la revue 1900 que notre collègue Emmanuel Jousse a dirigé et nous permet de travailler sur les logiques et les enjeux d'une anthropologie d'un congrès. Les acteurs d'un congrès, ce ne sont pas simplement ceux qui prennent la parole, mais c'est l'ensemble des délégués, des représentants aussi de la presse, des représentants des partis frères, bref, de tous les organisateurs, de toutes ces petites mains de traduction parfois aussi, de secrétariat qui participent à faire vivre un congrès. Donc, au-delà de l'histoire politique, on va dire, traditionnelle, on pourrait aussi faire une histoire sociale du politique, une anthropologie des congrès et penser le congrès politique comme un rituel, un moment effectivement important de sociabilité militante, un moment important de la vie de l'organisation politique, mais bien sûr de s'intéresser peut-être aux à côté,
où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on a les lieux de rencontre. Bref, aussi de prendre le congrès dans toutes ses dimensions et pas simplement dans la logique des discours. Alors bien sûr, les archives qu'on présente, elles sont autour de ça, elles sont autour essentiellement des résolutions, et ce qui permet de travailler sur le temps long et l'évolution du vocabulaire et l'évolution des mots et du personnel politique, mais cet aspect d'une anthropologie du politique pourrait être intéressant à travailler. Ce qui permettra aussi, me semble-t-il, lorsque tout sera mis en ligne et indexé, donc vous pourrez retrouver par nom propre, par nom de lieu, par thématique, l'ensemble des 38 congrès du PC. Mais au-delà de ces enjeux, on va dire, devenus classiques avec le site Pandore, eh bien, on essaiera aussi de nourrir au fur et à mesure le site avec d'autres éléments, d'autres ressources, sources et ressources qui peuvent exister. Voilà pour la présentation trop longue, excusez-moi, on avait dit qu'on le faisait en 5 minutes et j'ai été beaucoup trop long, de la séance d'aujourd'hui. Tout de suite, c'est Serge qui nous parle du congrès de 1929. Merci Jean pour cette belle introduction. En ce qui me concerne, je ferai un topo, non pas une étude du 6e congrès, ce n'est pas le lieu, mais à propos du 6e congrès du parti, évoquer ce qu'on pourrait appeler les problématiques d'études ou des congrès de la première période de l'histoire du PC, c'est-à-dire des années 20 et 30, les années de l'époque de la Troisième République, de l'internationale communiste et d'un mouvement ouvrier structuré avec les 2 CGT à cette époque, mais aussi un mouvement ouvrier qui est une partie simplement du mouvement social dans la France de l'époque, qui est en grande partie encore rural. Donc on est dans un parti communiste non pas des origines, mais des 20 premières années. Et j'insiste sur ça parce que il me semble que la mise en place des fondamentaux qu'on va retrouver tout au long de la période, la première notion fondamentale, c'est l'identité ou la référence au parti. En même temps, la référence au congrès, dans ces années-là, n'est pas forcément exactement la même de ce qu'elle deviendra plus tard. Non pas que ça soit théorisé, mais en faisant la démarche que Jean nous propose, c'est-à-dire une démarche d'histoire sociale de la politique, il faut évidemment partir de ce que les communistes, l'organisation dit de son congrès, et en même temps regarder ce qu'il est, l'étudier avec le recul nécessaire. Alors, première peut-être idée, c'est quel est l'intérêt et de quel type de document s'agit-il quand on parle là de l'édition numérique puisque des congrès du PC. Pour l'heure, à l'heure actuelle, il s'agit des documents directement produits à l'occasion et autour du congrès, c'est-à-dire les documents préparatoires, les documents qui sont produits officiellement, institutionnellement par le congrès. Si l'on prend les congrès qui vont de 1920 du congrès de Tours au congrès d'Arles, on n'a pratiquement pas une seule fois la même situation. Ça change, ça évolue énormément. Et pour ne prendre que le cas du congrès de 1929, le 6e congrès, il se déroule du 30 mars au 6 avril. Et il est dans la région parisienne, à Saint-Denis. Ce n'est pas n'importe où. Le congrès précédent, il s'était déroulé à Lille en 1926. Et il a donné lieu à une publication, un compte-rendu sténographique de l'ensemble du congrès, le congrès de Lille de 1926. Celui de 1929, celui sur lequel on travaille, il n'est absolument pas dans ce cas-là.
il a donné lieu à quelques documents qui ont été numérisés, que je pourrais vous montrer, qui seront accessibles sous peu et qui sont très riches, très intéressants, mais qui constituent diverses pièces d'un ensemble qui n'a jamais été rassemblé dans un volume. Il y a un rapport politique, un rapport d'activité, rapport politique qui est un gros document qui couvre la période antérieure, 1926-1928, et ce rapport politique est un rapport qui est intitulé comme ça. Ce rapport, il est une sorte de plaidoyer pour justifier un changement politique opéré depuis le précédent congrès. C'est-à-dire que là, on a un document qui ne met pas l'accent sur la continuité de la politique du parti, mais qui va mettre l'accent sur les raisons pour lesquelles le Parti communiste a dû changer, faire évoluer sa politique. Alors, c'est pris sous des formes diverses sur lesquelles je vais revenir. En gros, pour que tout le monde qui n'est pas familier avec la période s'y retrouve, il s'agit de justifier le tournant dit classe contre classe. Les autres documents, c'est un manifeste, une résolution, un certain nombre de documents qui sont adoptés sous la forme de thèses qui définissent ce qu'on pourrait appeler les nouvelles lignes d'action. Par contre, tout ce qui est débat, tout ce qui est discussion qui ont eu lieu pendant toutes ces journées lors du congrès n'ont jamais été rendus publics, si ce n'est à travers des résumés très succincts et très filtrés dans la presse communiste, dans l'humanité. Alors, ça nous interpelle parce que le document du 6e congrès est en fait un document, enfin les documents sont des documents qui sont surdéterminés par la situation internationale du mouvement communiste. C'est au même moment, exactement au même moment, que la direction de l'Internationale communiste, l'ancienne direction qui associait Boukharine, Togliatti, Humberstrauss et d'autres, est écartée. C'est la même période où, à l'intérieur de la direction de l'État soviétique, il y a la mise en question du chef de l'État, du responsable des syndicats, je veux parler de Tomsky, de Rykov et d'autres responsables de l'appareil d'État et d'une partie et quelques dirigeants communistes. Ça veut dire quoi, bolchevique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette période est la période où on peut dire qu'émerge l'équipe stalinienne. C'est l'époque où Molotov va devenir le nouveau dirigeant de l'Internationale communiste. Et c'est dans cette ambiance que le congrès du PC a lieu. Il a lieu après le congrès de l'Internationale communiste et il débouche sur une nouvelle direction. Pour la première fois, ce n'est pas complètement la dernière, on va théoriser l'idée qu'il faut des directions collégiales et le secrétariat général du Parti communiste en tant que tel est supprimé. Il y aura désormais une direction collégiale. Le secrétaire général, c'était Pierre Semard. Pierre Semard devient responsable de la région parisienne, pendant que Thorez, lui, prend en charge l'activité de l'organisation, que Sellor prend en charge la jeunesse et que Barbet prend en charge les liens avec l'international. Je ne rentre pas dans les détails. Simplement, le paradoxe, c'est que c'est encore Pierre Semard qui assure ce qu'on pourrait appeler le compte-rendu, la présentation du congrès.
et qui accepte une décision dont il n'a pas lui-même, à laquelle lui-même n'a pas été associé, puisque les archives, ce qu'on ne trouve pas dans le Congrès, les archives nous apprennent que la décision de recomposition de la direction a été discutée à Moscou quelques mois après, alors même que Semar avait quitté le Congrès de l'Internationale à l'automne 1928. Alors, je n'entre pas dans tous les détails, mais simplement pour dire qu'on voit bien que ce congrès se présente comme un congrès où on présente un certain type de documents, on légitime un changement politique sans que le congrès permette de comprendre à travers les documents le processus décisionnel. Le processus décisionnel, il faut aller l'observer, le chercher, essayer de le comprendre en allant chercher d'autres sources qui environnent et chronologiquement et institutionnellement l'événement du Congrès. En un mot, ça nous amène à évoquer l'importance des archives. On a sur la plateforme Pandore les archives qui nous permettent de mettre en perspective le Congrès. Ce n'est pas forcément la même chose pour d'autres périodes, puisque là, on a des archives très fournies. Le comité central se réunit après le Congrès, et c'est Pierre Semar qui fait un rapport sur le Congrès, et il y a discussion autour de ce qui s'est passé au Congrès, vous voyez. Et puis, deuxièmement, on a aussi des archives, des discussions au bureau politique, et on a aussi des rapports qui ont lieu dans un département de l'Internationale communiste qui s'appelait le secrétariat romain, secrétariat latin, où on discute de la situation du PCF avant même le Congrès. Je n'entre pas dans tous les détails documentaires, mais c'est pour dire que l'éclairage, à ce moment-là, c'est normal. Le Parti communiste est une section de l'Internationale et depuis 1920, il a été décidé que les congrès de l'Internationale primeraient sur les congrès des sections nationales. Un grand débat au début de l'Internationale pour savoir dans quel sens se ferait ce qu'on pourrait appeler la hiérarchie des pouvoirs entre les instances de l'Internationale. Donc ça, c'est normal, c'est réglé, mais évidemment, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas dites. Je termine, hein, je vais être rapide maintenant, parce que je voyais Jean qui agitait un papier et je croyais que c'était un signe qu'il fallait que je termine. Ce que je voulais dire, c'est qu'officiellement, la lutte, l'orientation, c'est la lutte contre le danger de droite, c'est la dénonciation du social-fascisme et c'est la défense de l'URSS et des menaces de guerre contre l'URSS. C'est ça les grands thèmes qui dominent le mouvement communiste à cette époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une rupture avec des pratiques une pratique politique qui avait été celle des alliances limitées mais réelles, entre 1926 et 1928, au niveau syndical comme au niveau politique, comme au niveau électoral. On est dans un moment, ce sixième congrès, qui va en quelque sorte, non pas opérer le tournant, mais être l'indicateur de ce tournant politique. Et ce tournant politique ne sera finalement annulé qu'en 1934, au moment de l'émergence du Front populaire. C'est donc, en ce sens, un document intéressant, mais qui va nous servir en quelque sorte comme moment où la doctrine se fige, où la doctrine s'exprime. Et je pense que là, les documents du 6e congrès deviennent des documents intéressants dans la mesure où ils vont, en quelque sorte, servir de référence, servir pour une période de ce qu'on pourrait appeler l'orthodoxie ou la doxa du
du parti, au nom duquel il y aura une série de scissions d'ailleurs qui vont avoir lieu dans l'année 29, scissions avec les élus locaux, scissions syndicales à l'intérieur même de la CGTU, avec le groupe des 22. Enfin, je n'entre pas dans le détail, mais en ce sens, les textes de ce congrès, les avoir sous la main, sont utiles. Encore faut-il les remettre évidemment en perspective. Je voudrais, pour terminer, évoquer la question de la contextualisation que je viens d'évoquer là, d'une façon un peu générale. Pour la période, pour l'entre-deux-guerres, la contextualisation, à mon avis, ça devrait être ce que Jean Vigreux va retravailler, parce que lui, c'est un de ses points forts et il a les sources qu'il a préparées, c'est la photo. La photo, non, mais c'est vrai que la représentation photographique des congrès est tout à fait aussi intéressante. Qui on a en photo, comment les dirigeants sont photographiés, salle ou pas salle de congrès. Là, pour le coup, on a les photos dans l'UMA et on a les fonds photographiques aujourd'hui qui sont les fonds de l'UMA ou les fonds qui sont conservés aux archives de la Seine-Saint-Denis et qui nous permettent d'établir un certain nombre de relations, de lecture du congrès à travers la photo. Je ne parle pas pour la période après-guerre du film et des films possibles qui existent pour un certain nombre de moments. Mais je pense qu'il y a la presse, l'imprimé, pour l'époque, surtout l'entre-deux-guerres, est extrêmement important puisqu'il y a dans la presse des indications, des informations qui n'apparaissent nulle part ailleurs, même parfois même pas dans les archives. Soit les comptes rendus, quand les journalistes assistent aux séances. On l'a pour les journalistes, y compris dans l'humanité, puisque par exemple pour le 6e congrès, on n'a pas relation des débats. Là, on a des bribes, au moins dans l'humain. Et on a la presse de gauche socialiste, vu les rapports détestables qui existent à ce moment-là entre le parti, la SFIO et le Parti communiste, on a dans le populaire, par exemple, des éléments d'information qui sont évidemment tout à fait intéressants, sans parler de la grande presse. Et tout ça est accessible pratiquement sur Gallica. Donc, ça nous donne des éléments intéressants pour compléter la contextualisation avec, comme je l'ai dit, les archives papier, celles françaises et celles de l'international. Pour terminer, je dirais qu'il y a des congrès qui ont marqué l'histoire du Parti communiste, mais dont on ne se souvient pas, et qui ont été en quelque sorte relégués dans l'oubli même de l'histoire de l'organisation. Dans l'histoire de l'organisation communiste, le 6e congrès a été en quelque sorte largement disparu. Je me réserve, il faudrait voir comment cette disparition a eu lieu. Oubli volontaire, dissimulation, ou parce qu'il a été recouvert par un autre congrès qui lui-même a été dissimulé, le 7e, celui de 1932, c'est-à-dire ces congrès d'avant le Front populaire. Alors que les congrès de 1936 et de 1937, 38, congrès d'Arles et le congrès de Villeurbanne, eux, au contraire, font partie de la mémoire historique du PC. Et il est évident que, de ce point de vue, ce qu'on pourrait appeler l'image rétrospective des congrès est aussi intéressante. Je crois que pour la période postérieure, on va retrouver aussi un certain nombre de congrès qui sont érigés en moments forts, en moments revendiqués, et d'autres qui seront au contraire mis de côté. Voilà mes quelques réflexions sur le 6e congrès. Vous avez bien compris que j'ai tourné autour du contenu, parce que s'il avait fallu que je fasse l'analyse de contenu, que j'ai faite par ailleurs du 6e congrès,
ça aurait été vraiment disproportionné. Merci Serge. Donc, deuxième congrès que je vais vous présenter, qui lui est moins dissimulé, loin s'en faut, on fait un saut dans le temps, un saut qualitatif, temporel, c'est le 17e congrès en 1964. Pour cela, je vais simplement partager l'écran. Donc, je vais commencer par une citation concernant ce 17e congrès, tirée du Monde du 13 mai 1964. Donc, tiré de la presse bourgeoise, comme on disait à l'époque, en tout cas, pas du monde communiste en tant que tel. 800 délégués sont conviés à participer au 17e congrès du Parti communiste, qui siégera de jeudi à dimanche dans la grande salle de la Mutualité et qui a été préparé aux échelons supérieurs par 94 conférences fédérales et par le comité central réuni mardi à Ivry. Au cours de ces assises, qui semblent devoir être importantes, les congressistes entendront d'abord M. Waldeck-Rochet, secrétaire général adjoint, qui pendant 3h30 développera son rapport. Ils auront ensuite à discuter et à approuver le projet de résolution, puis les nouveaux statuts du parti que nous avons analysés dans Le Monde du 17 janvier 1964 et qui visent en substance à démocratiser le PCF. Dimanche, enfin, le Congrès procédera à l'élection des organismes directeurs. Ceux-ci doivent être affectés aux divers niveaux, secrétariat, bureau politique, comité central, par des changements de plus ou moins grande ampleur, mais qui seront tous inspirés par un souci de rajeunissement, sinon de révolution. Voilà ce que disait Le Monde et comment présentait Le Monde sur ce 17e congrès. Alors, au-delà du contexte spécifique lié au congrès, lié aux attentes, c'est-à-dire aux enjeux d'un rajeunissement, d'un tournant important, et puis l'idée de démocratiser le parti, on voit bien ce qui est à l'œuvre et comment les observateurs étrangers au monde communiste, donc ici Le Monde, voient les enjeux de ce 17e congrès dans la nouvelle Ve République. Non seulement dans une logique bipolaire, on y reviendra peut-être tout à l'heure, non seulement dans les enjeux de la crise sino-soviétique qui vient d'exister, de la crise également qui est en train de couver et qui est importante de l'UEC, mais aussi d'un réveil, je dirais, du mouvement ouvrier dans les années 60, avec bien sûr les grandes grèves de 63 qui commencent. Donc, dans cette présentation du monde nous invite aussi à comprendre, comme on l'a dit tout à l'heure et comme l'a dit Serge, ce qu'est un congrès comme rituel. Alors pour cela, pourquoi présenter le 17e et congrès et comment le présenter? D'abord, on le sait, et je ne reviens pas là-dessus, c'est connu dans l'histoire du parti, c'est le passage de témoin entre Maurice Thorez et Waldeck-Rochet. C'est-à-dire comment le secrétaire général change et comment, en fin de compte, on voit Thorez qui prend un peu, qui s'écarte un peu de la direction du parti, étant revenu il y a quelques années seulement après son attaque et étant encore secrétaire général. Ça faisait un moment qu'il voulait laisser la place. En tout cas, donc ce 14 mai, lorsque s'ouvre le congrès, c'est Waldeck-Rochet qui présente le rapport. Alors les rapports, les voilà. Ce sont toutes ces archives qui sont numérisées et qui seront en ligne, à la fois le projet de résolution 14, 15, 16 et 17 mai 64 et les projets de statut. Donc, je n'ai mis que les couvertures à voir, mais on pourra rentrer bien sûr dans les documents, la résolution et puis le discours fleuve de Waldeck-Rochet avec tout un titre programme, Union pour une démocratie véritable et pour une politique française de progrès et de paix. Alors, il faut bien voir qu'on s'inscrit dans la logique de dénonciation de la Ve République, de dénonciation du pouvoir personnel, du pouvoir présidentiel du général de Gaulle, donc démocratie véritable, et puis pour une politique française de progrès et de paix, dans la logique bipolaire et dans les enjeux, effectivement, après la crise de Cuba, toutes les logiques du petit dégel ou de la coexistence pacifique qui a commencé avec Khrouchtchev, mais dans un monde particulier qui n'est plus seulement celui du monocentrisme de Moscou, mais qui est celui du polycentrisme revendiqué et voulu par Togliatti, au moment où on a le schisme chinois qui apparaît et la crise chinoise. Alors, les autres documents
du Congrès. On a le rapport de Georges Marchais, un parti au service de la classe ouvrière, du peuple et de la nation. Donc on voit bien aussi les enjeux, je dirais presque identitaires, de la culture politique du parti de la classe ouvrière, c'est important. Et puis enfin, le discours de Thorez, son intervention pour la démocratie et pour le socialisme, faisant le lien entre les deux tensions, entre le national et l'international, entre les enjeux, je dirais, de l'horizon du socialisme, certes dans le monde capitaliste, mais aussi pour la démocratie face au gaullisme et à la dénonciation encore du pouvoir personnel et des enjeux qui ont amené le général de Gaulle au pouvoir. En même temps, dans ces documents du Congrès, on va présenter, il y a dans les documents qui présentent le Congrès, du 16e au 17e Congrès, de 61 à 64, 3 années de lutte pour l'union des forces ouvrières et démocratiques. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on reprend le slogan du Front populaire quasiment, pour le pain, pour la paix. Et là, alors, ce n'est pas la République, mais c'est la démocratie. Et on voit bien juste l'évolution sémantique qui est dessus. Mais ce qui permet de passer du congrès de 61 au congrès de 64, on voit bien les enjeux et la logique, puisque entre-temps, il y a eu la réforme constitutionnelle de 62 qui prévoit l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Donc, on est bien dans une dénonciation d'un régime bonapartiste et d'un régime assez particulier. Bon, on sait qu'aujourd'hui, ça a bien changé, mais à cette époque, c'était comme ça que c'était perçu. Et on voit bien l'union des forces ouvrières et démocratiques, c'est-à-dire dans le combat, dans une logique bipolaire qui apparaît et qui se représente sur les enjeux de ces débuts de la Ve République. Alors, dans son discours, Waldeck-Rochet présente les changements importants de la politique du PCF. D'abord, on pourrait presque dire dans cette démocratie véritable pour une politique française de progrès et de paix, il reconnaît de fait l'existence du marché commun. Ça, c'est quelque chose de neuf dans le discours communiste, dans le discours communiste qui s'appuie sur la déclaration des partis communistes des pays du marché commun qui s'étaient réunis quelques mois auparavant, enfin presque un an auparavant, pardon, je crois que c'était en mars 1963 à Bruxelles. On abandonne aussi la thèse de la paupérisation absolue de la classe ouvrière, c'est l'abandon de cette thèse au 17e congrès. Ce n'est pas simplement un tournant symbolique important, mais c'est aussi une réflexion qui est engagée pour proposer quelque chose d'autre. Il n'y a pas de solution apportée véritablement au Congrès, mais au moins on abandonne cet aspect. Autre élément du discours, c'est aussi tout simplement la logique, quelques années plus tard, et on pourra peut-être en débattre et y revenir, à la suite peut-être du 20e congrès du PCUS, avec 8 ans de retard, c'est reconnaître ce qui avait été jugé nécessaire en 1956, pour certains en 1961, donc dans les évolutions du parti, et entre autres sur la fin du parti de Maurice Thorez tel qu'il était appelé auparavant. On y reviendra dans un instant. Cette orientation nouvelle s'appuie aussi, et c'est présent non seulement, bien sûr, dans ces résolutions, non seulement dans, dans les discours des uns et des autres, et même c'est affirmé et réaffirmé, aussi bien par Waldeck-Rochet que par Georges Marchais ou par Maurice Thorez, sur les enjeux du renouvellement des cadres du parti, et bien sûr de ces nouveaux statuts. Statuts qui tient un renforcement à la base des cellules, des libertés d'initiative et des libertés personnelles, afin, bien sûr, d'affronter une activité de masse. Donc, ce rajeunissement des cadres est marqué en particulier par un renouvellement du bureau politique. Alors, lorsqu'on a du bureau politique et du comité central, pardon. Je vais passer les deux. Le bureau politique, bon, les titulaires, alors Thorez y est toujours, Waldeck-Rochet, Gustave Ansart, François Billoux, Jacques Duclos. Bon, je ne vais pas lire tous les noms qui apparaissent à l'écran, mais c'est surtout du côté du rajeunissement, en particulier Laurent et Séguy, qui étaient suppléants en 61, deviennent titulaires. Et puis, les nouveaux suppléants sont Leroy, Piquet, Krasuki,
et Plissonnier. Donc, on me fait monter des plus jeunes. Et puis, concernant le comité central, 25 nouveaux membres, alors qui sont presque tous d'anciens suppléants de 61, et le véritable rajeunissement, en fin de compte, c'est juste un rajeunissement mécanique, hein, d'ascension, on pourrait presque dire. S'il est affirmé pendant le congrès, c'est peut-être pas dans ces instances le plus important qui est marqué, mais c'est plutôt à la base, c'est plutôt dans les fédérations, dans les sections, à l'image du congrès qui accueille plus de 800 délégués, comme je le disais tout à l'heure, avec 300 délégués qui sont des nouveaux adhérents entrés au parti après 58-60. Donc vraiment, on est au cœur là d'un rajeunissement et de promotion des jeunes. Ce congrès donc, qui entérine en fin de compte la fin de l'ère Thorez, il n'empêche que Thorez est acclamé président et qu'il devient président du parti et que celui qui tient secrétaire général, comme l'a évoqué tout à l'heure Serge, la place du secrétaire général dans l'organisation, c'est Waldeck Rochet qui l'assume. Alors, Waldeck l'assume, mais tout en proposant et tout en définissant, et c'est intéressant de voir le temps long et comment les choses se rejouent, en proposant une direction collégiale et une direction collective. Ce qui veut bien dire aussi que l'on a des fondamentaux des années de fondation du PC qui se rejouent et qui sont véritablement importants à l'époque. Alors, face à ces changements, d'aucuns peuvent ironiser et se demandent si c'est encore le parti de Maurice Thorez. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on voit bien sûr, avec le nouvel organigramme, hein, le secrétariat du comité central, secrétaire général Waldeck Rochet, et puis au secrétariat, l'arrivée de Georges Marchais, de Roland Leroy, de René Piquet et de Gaston Plissonnier. Donc ces jeunes-là qui, d'un seul coup, remontent plus vite qu'on le disait et on l'avait dit tout à l'heure. Jean, alors, je peux t'interrompre une minute? Oui. Est-ce que tu fais dérouler sur tes slides, ouais. Tu marques ça ne déroule pas sur les écrans. Alors bon, je reviens un tout petit peu en arrière par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà les archives qui sont numérisées que vous aurez en ligne. Alors, le projet de résolution et le projet de statut, résolution finale entre le projet et ce qui est adopté, ça permet de voir aussi l'évolution dans un congrès, le discours, le rapport de Waldeck Rochet, les autres rapports de Georges Marchais et le discours conclusif de fait de Thorez que j'évoquais tout à l'heure, et puis le document entre deux congrès, 3 années de lutte. Alors, je reprends pour Le Pin la paix et la démocratie, reprenant en quelque sorte le vocabulaire du Front populaire, pour Le Pin, la paix, la liberté, mais on est bien au cœur de ce que j'appellerais le registre discursif et culturel du parti. Alors face, bien sûr, aux dangers que constitue la Ve République, le pouvoir personnel et De Gaulle. Alors désolé si vous n'aviez pas vu ça tout à l'heure. Et puis quand j'évoquais les renouvellements, ça passe là, Serge, c'est bon? On a les listes? Là, on est toujours sur le même slide. Pourquoi ça ne bouge pas? Je ne comprends pas. Je ne vois pas ce qui se passe. Alors, escape. Et si je fais comme ça? Là, on a les textes. Là, on a la liste publiée dans l'Humanité. Donc, voilà les nouveaux membres du comité central et les enjeux de rajeunissement que j'évoquais. Et par ailleurs, concernant le bureau politique, ce que je vous disais tout à l'heure, la montée de Roland Leroy, d'Henri Krasuki, de René Piquet et de Gaston Plissonnier, Thorez, président du parti, et Waldeck, secrétaire général, et au secrétariat, Leroy, Piquet, Plissonnier, qui viennent aussi épauler Marchais. Donc, on voit bien tous ces enjeux de restructuration, en quelque sorte, de l'organisation politique qui vient clore un moment, les années Thorez, en quelque sorte, plus de 30 ans de direction de Thorez à 34 ans à la tête du PC. Alors ça, ces archives nous inviteront à mieux travailler sur non seulement le discours, non seulement le contexte, non seulement les enjeux des tensions que j'évoquais tout à l'heure à l'échelle internationale, mais au-delà de ces sources en elles-mêmes, il y a d'autres sources et ressources, et Serge l'évoquait tout à l'heure, les photographies, les films. Les photographies, voici 2 là, du congrès en tant que tel, on peut reconnaître Frachon, un autre. Bon, alors, Waldeck, après,
qui est revenu à sa place après son discours, hein, on y reviendra tout à l'heure, et puis en marge du congrès où on voit Cognot, Duclos, Thorez, Rochet et Frachon. Donc on a bien en quelque sorte le rôle, les gens qui sont pris en photo, ce que disait Serge, les orateurs, le décorum qui est présent. Mais au-delà des photos, il y en a une que j'ai oubliée, je suis désolé, je m'aperçois que je ne l'ai pas mise, ce matin je l'ai mise de côté, mais je l'ai oublié de la copier sur le diaporama, c'est l'accolade symbolique entre Thorez et Waldeck-Rochet, le passage de témoin, véritablement, c'est aussi, il y a une symbolique qui est faite, c'est pas simplement... enfin, même par la photographie, hein, dans le congrès, on l'affirme visuellement et non pas simplement pratiquement en fonction de l'organigramme. Il n'y a pas que les enjeux de ce que j'appellerais l'organigramme du parti, mais aussi des gestes symboliques qui sont présents dans le congrès. Alors, je vais simplement arrêter de partager cet aspect-là et je vais partager l'autre, puisque tout à l'heure ça ne fonctionnait pas bien, on va le faire comme ça. Pour ce congrès, là vous l'avez, c'est partagé. Alors on partage, voilà, on partage. On a le film grâce à Ciné-Archives, c'est un complément fondamental pour toutes les archives papier et toutes les archives classiques qui, même si on peut numériser les textes et on peut faire des interrogations par les textes, rien ne vaut, me semble-t-il, le congrès tel qu'il est. Alors, je vais vous en passer un petit bout. Je ne vais pas tout vous passer, puisque vous voyez, il y a 42 minutes de film. C'est peut-être pas la peine de voir tout. Donc, on retrouve la même tribune que tout à l'heure avec les photographies, les délégués, c'est 800 délégués, mais aussi la presse. Hein, il n'y a pas que les délégués à la mutualité. Aux colonnes de l'humanité, l'instauration du régime de pouvoir personnel, je vous demande d'observer une minute de silence à sa mémoire. Alors, c'est une minute de silence qui est demandée à la mémoire de Pierre Courtade, disparu depuis peu. Et puis après la minute de silence, on va avoir l'ouverture par Waldeck-Rochet. Élaborer des propositions concrètes susceptibles de fournir une base de discussion avec les autres partis et groupements démocratiques, en même temps qu'une plateforme d'alliance concrète entre la classe ouvrière, la paysannerie laborieuse, les intellectuels et les autres classes moyennes des villes. Tout d'abord, selon... Voilà, je le coupe et je reviens à ce que je vous présentais auparavant. Oui. Hop, je vais repartager ça. Comme ça, on passe de l'un à l'autre. Désolé pour ces petits moments techniques. Donc, on a entendu aussi la voix de Waldeck, au-delà du discours en lui-même, qui est l'union des forces de gauche et qui est l'union, en fin de compte, face à De Gaulle. Non seulement de la classe ouvrière, de la classe laborieuse, des ouvriers, des paysans, des intellectuels et des classes moyennes. On est bien au cœur de cette recherche d'une alliance à gauche face à De Gaulle. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant aussi, ce qui nous permet de travailler dans un congrès, nous permet de travailler cette image, ces films, c'est aussi le phrasé, tous les enjeux du discours. Et là, on sent bien l'accent de Waldeck, hein, l'accent de la Brest-Louhannaise, loin de ce qui avait été écrit dans Le Monde en 1983 lorsqu'il décède, quelqu'un qui roulait les airs comme les soviétiques. À force de voir partout des clones soviétiques, on oubliait qu'on a un accent rural de la Brest-Louhannaise qui participe aussi de la socialisation et des enjeux régionaux. Ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir Jean Lassalle qui peut avoir un accent, mais on ne pose pas ces questions par rapport à un autre regard ou un autre lieu. Bon, blague à part, les photographies, les films nous invitent effectivement à travailler sur aussi la ferveur du congrès, les moments d'applaudissement, le décor, la tribune,
tous les enjeux de ce qui constitue le rituel du congrès. Les délégués, on peut avoir certains plans larges ou certains plans plus précis sur les délégués lorsqu'ils votent. Toute cette mise en scène véritablement du congrès par l'image, par la photographie, par le film, par le son, nous permet de retrouver le public, de retrouver ce qui fait vivre un congrès, ce qui lui donne son souffle et les moments parfois d'émotion, en particulier là quand Maurice Thorez va laisser la place. Et puis, peut-être aussi d'autres choses qu'on oublie souvent, les à côté, la presse qui sont ceux qui suivent les congrès, ceux qui sont présents pour restituer l'ambiance du congrès et restituer le congrès à la presse écrite, pas forcément d'obédience communiste. On évoquait Le Monde tout à l'heure, les journalistes accrédités, etc. Et puis, dans ces sources et ressources autour des congrès concernant ce 17e, on peut avoir aussi, là j'ajoute sur Pandore, le numéro spécial des cahiers du communisme. Donc on peut retrouver d'autres éléments. Mais entre autres, le journal de Maurice Thorez, alors c'est parce que Jean Numa est là et je voulais quand même le signaler, puis l'équipe qui a œuvré à son édition est présente pour beaucoup d'entre nous lors de ce séminaire. On a aussi d'autres ressources qui nous permettent de saisir au plus près de l'intime, c'est-à-dire du fort intérieur ou des éléments qui n'étaient pas faits pour être connus, qui n'étaient pas faits pour être publiés, mais l'édition du journal de Maurice Thorez est importante sur ce moment, puisque au moment où il passe la main à la tête du parti après 34 années de secrétariat général, le 18 mai, par exemple, mais il y a eu plein d'autres dates où il intervient, mais je vais prendre le 18 mai, dans son journal, il note des éléments importants. Alors, si vous voulez le consulter, il est en ligne aux archives nationales et il est numérisé. Et sinon, il a été édité sous la direction de Jean Numa et moi-même chez Fayard en 2020. Donc, le 18 mai, repas fraternel avec les délégués des partis communistes et ouvriers. Toute la presse souligne la signification considérable de notre congrès, tant pour la France que sur le plan international. Fauvet conclut dans Le Monde un article très élogieux par ces mots. On se prend à imaginer quelle contribution il aurait pu apporter à la politique française si le destin l'avait conduit à la tête non du Parti communiste, mais d'un autre parti qui fut le gouvernement sans être tout à fait comme les autres. Donc c'est assez intéressant de voir le portrait dithyrambique que l'on fait de l'homme d'État qui était Maurice Thorez. Et puis, au-delà du journal, au-delà de ces éléments, on voit aussi tous les repas qu'il fait avec les membres du bureau politique, les membres du secrétariat au moment du congrès. Donc voilà, j'arrête là parce que j'ai été trop long et désolé pour les aspects techniques, mais comment l'histoire d'un congrès, non seulement par le discours qui est prononcé, non seulement par la ligne politique qui est définie, et non seulement dans le cadre de la vie démocratique d'un parti qui est un congrès, on peut aussi en faire une histoire qui n'est pas simplement celle des idées et celle de la doctrine, mais qui est une histoire sociale du politique, c'est-à-dire des acteurs et des actrices qui font cette histoire. Voilà, j'en ai terminé. À Roger. D'accord, merci beaucoup, Jean. Oui, donc je suis censé vous parler du 23e congrès du parti de mai 1979. Sans doute, je devais le faire parce que c'est le premier congrès auquel j'ai participé en tant que délégué. Et j'ajoute que ça a été le premier d'une série de 11 congrès. Donc, je me suis dit que je pouvais en parler en expert. Avec une série aussi importante, on peut avoir, j'allais dire, des choses à dire donc sur le fonctionnement du congrès. Je me suis dit que je pouvais en parler, mais le problème, c'est que je me suis rendu rapidement compte que j'avais été quand même un peu présomptueux. D'abord parce que mes souvenirs s'estompent avec le grand âge, bien entendu, ça, c'est comme ça. Mais surtout parce que je n'ai jamais travaillé sur ce congrès et j'ajoute même que, à vrai dire, je n'ai jamais travaillé sur aucun congrès. J'avoue en outre, là c'est une demande d'indulgence un peu conjoncturelle, que dans la dernière période, mes préoccupations m'ont porté vers d'autres objets de travail
que les congrès passés du parti, des objets de travail plus longs et plus fastidieux encore. Et donc, bon, j'ai eu peu de temps je n'ai pas eu le temps de me livrer au travail, par exemple, qu'a heureusement présenté Jean à l'instant. C'est vrai que j'aurais pu tromper mon monde, soit en vous racontant des anecdotes, mais ça, ça passe, ça fait son temps rapidement, soit plus sérieusement en dissertant sur le contexte explicatif. Et incontestablement, ça aurait été intéressant, car le 23e congrès du printemps 79 se tient à un moment charnière à tout point de vue de l'histoire du Parti communiste. On sait que c'est le moment où on passe de l'union de la gauche à la concurrence ouverte du PC et du PS, qui va déboucher bien entendu sur le basculement d'hégémonie à gauche du Parti communiste au Parti socialiste en 78 et 81. C'est d'autre part la période, on le sait aussi, où la détente internationale bascule vers ce qu'on appelle la guerre fraîche et où la direction du parti s'engage, c'est ce qu'on retient en général de ce congrès, dans les discours et, j'allais dire, la logique de positionnement politique à l'intérieur de cette guerre fraîche qui s'est condensée sur la célèbre formule du bilan globalement positif des pays socialistes qui était né quelques années auparavant. En fait, c'était né dès 1974, mais c'est devenu en 1979 un axe structurant du regard du PC sur le monde socialiste. C'est enfin une période où s'affiche à nouveau dans l'appareil communiste, en tout cas, la conviction que l'ennemi principal redevient l'opportunisme de droite. Vous savez que l'histoire du parti est celle d'un balancement entre le sectarisme de gauche et l'opportunisme de droite. À partir de 61, le PC tourne du côté de la dénonciation prioritaire du sectarisme de gauche. En 1977, 78, 79, on rebascule du côté de l'idée que l'opportunisme de droite est le danger principal, que le temps d'ailleurs est la formule qui l'emporte à ce moment-là est à la guerre idéologique, pour bien indiquer, puisqu'il y a une guerre, qu'il faut choisir son camp, malgré tout, et à la révolution. Nous vivons le temps des révolutions, affirmera Georges Marchais dans un grand discours devant les intellectuels qui préparent ce qui suivra le 23e congrès, c'est-à-dire la réorganisation complète du dispositif intellectuel et éditorial du parti. Le congrès, après, au fond, si l'on réfléchit à l'enjeu de ce congrès pour l'intérieur, on peut se dire qu'après 17 ans d'univers mental structuré par l'union de la gauche autour d'un programme commun, ça a commencé à se mettre en forme de façon cohérente au congrès, au 17e congrès dont vient de parler Jean. Après 17 ans d'univers mental structuré par cette union de la gauche, il s'agit pour la direction du parti de réorienter l'actif militant vers une autre cohérence et un autre type de discours. Et le congrès de 79 doit lui permettre à cette direction de voir où en est une organisation dont les effectifs commencent d'ailleurs légèrement à refluer après l'apogée de 77-78. Je dis légèrement, c'est une vingtaine de milliers sur des effectifs qui étaient montés à plus de 560 000, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà, j'aurais pu disserter là-dessus, et d'ailleurs, je pense que ça aurait certainement aidé à comprendre une part de ce 23e congrès. Mais n'ayant pas véritablement travaillé sur le congrès lui-même comme l'a fait Jean, j'aurais au fond parlé de tout sauf du congrès lui-même. Et donc, j'ai préféré, j'allais dire, j'ai voté un petit peu en touche, mais j'ai essayé de ne pas être complètement inutile
en me disant que je préférais essayer de vous dire au fond pourquoi je n'ai jamais travaillé sur quelque congrès que ce soit, pourquoi je pense que je n'ai pas eu complètement tort et que d'une certaine manière j'ai eu raison de le faire, et en même temps, pour faire plaisir évidemment à Jean et à Serge, d'indiquer pourquoi je pense que j'ai eu tort d'avoir eu raison. Voilà. Et donc, il faut travailler sur les congrès du parti. Alors, pourquoi j'ai cette distance à l'égard de l'objet congrès qui n'est pas simplement, j'allais dire, la flemme qui a atteint à un moment ou à un autre tout historien qui en a marre de lire des textes souvent emmerdants, pour dire les choses franchement. Voilà, alors c'est un congrès communiste, en tout cas après la libération, hein, je ne parle pas des périodes antérieures, n'est pas au fond ce qu'il était théoriquement censé être. Je m'explique. Dans l'esprit déclaré du centralisme démocratique, tel qu'il commence à se mettre en forme à partir de 1903 et qu'il se structure dans la période qu'a rappelé Serge, au fond, entre les 21 conditions et la bolchevisation ou, disons-le d'une autre manière, la stalinisation du Parti communiste français. Dans l'esprit déclaré du centralisme démocratique, le Congrès, c'est le lieu où se décide souverainement la ligne politique qui s'impose à tous. C'est donc le lieu où, par excellence, se décide collectivement la cohérence qui doit souder l'organisation en un bloc compact, capable de jouer son rôle d'avant-garde. Je reprends là, évidemment, les mots classiques de la culture que j'appelle léninienne, qui va devenir léniniste, évidemment, après 1924. En réalité, ça ne se passe pas comme ça, puisque, comme on le sait, les grandes lignes de l'orientation se définissent à Moscou pour tout ce qui touche à l'intérêt du mouvement communiste international, dont le PC continue de se définir comme partie prenante à part entière, et dans l'entourage du secrétaire général pour la transposition française de ces orientations, et au bureau politique pour la mise en œuvre officielle de l'orientation telle qu'elle s'est façonnée et dans ses allers-retours à Moscou et dans l'entourage du secrétaire général. Et donc, le comité central et même le bureau politique sont en pratique moins des espaces de décision de l'orientation que des instances où se vérifie le consensus défini par le noyau dirigeant autour du secrétaire général et où s'oriente sur cette base l'ensemble de l'activité partisane du haut en bas. Et donc, jusqu'aux années 1980, j'allais dire entre la libération en tout cas et les années 1980, le Congrès est ainsi le lieu où l'orientation générale qui est décidée avant lui reçoit pour 2 ans ou 3 ans, ça dépend un petit peu de l'évolution statutaire, j'allais dire des intervalles entre des congrès, reçoit l'assentiment des structures de base de la cellule jusqu'aux fédérations. C'est donc le lieu où se sanctionne, où on prend acte, j'allais dire, de l'intériorisation de cette ligne politique qui a été dessinée antérieurement. C'est au Congrès que se formule explicitement, en direction de tous les membres du parti, la base du consensus communiste et la trame de ce qui sera le discours communiste jusqu'au Congrès suivant. D'où l'importance, d'ailleurs, de ce point de vue alors extrêmement grande du rapport du secrétaire général. Jean a évoqué le grand long discours de Waldeck en 1964. C'est toujours des grands et longs discours qui sont prononcés jusque dans la période contemporaine. Et dans ce processus de formalisation et d'acculturation politique des militants communistes, des ajustements peuvent certes s'opérer à partir des organismes dits inférieurs,
Mais ça se fait sous le contrôle étroit de la direction et en aucun cas, il ne bouleverse ce qu'on appelle la ligne générale dans la tradition du vocabulaire soviétique. En aucun cas, ça ne bouleverse la ligne générale, sauf si le centre en décide, ce qui se fait d'ailleurs rarement, mais on a quand même un cas dans la période post-45 qui est quand même significatif, c'est celui du 21e congrès dit extraordinaire de 1975, où le texte qui avait été initialement prévu par la direction pour orienter le congrès de septembre, le congrès de la fin de l'année 1900, pour l'année 1975, a été largement restructuré après, j'allais dire, les premières élections qui suivent la présidentielle de 1974, élection mauvaise pour le PC, d'où réorientation, enfin bon, bref, voilà. À l'exception de cas comme celui-là, on ne bouleverse pas la ligne générale qui a été définie avant. Je continue en disant, dans le Congrès, donc le centre exerce son contrôle de bout en bout. Il élabore les documents préparatoires, la résolution ou les thèses, ça dépend en général, c'est un coup l'un, un coup l'autre, hein, une résolution ou des thèses. Il contrôle, organise et filtre la discussion officielle, la tribune de discussion dans l'humanité dont on sait qu'elle n'a strictement rien de spontané, elle est totalement encadrée, régulée par une commission de la résolution qui est en fait directement sous le contrôle de la direction centrale, et c'est le centre qui établit la liste de directions soumises au vote des congressistes. L'essentiel d'un congrès, du point de vue politique, hein, je dis bien politique, l'essentiel d'un congrès n'est donc pas dans ce qui se dit à la tribune, le plus fondamental se définit avant le congrès lui-même, et le peaufinage se fait dans les coulisses, et pas évidemment dans l'enceinte centrale qui est mise en scène, comme on l'a vu avec les images fort bien utilisées par Jean tout à l'heure. Ça se fait en coulisses, dans les commissions qui sont élues au début du congrès, notamment la commission les deux principales, c'est-à-dire la commission de la résolution et la commission dite des candidatures qui va décider du prochain comité central. Ça se décide donc en coulisses, dans les commissions élues, dans la loge du secrétaire général. Vous savez qu'il y a toujours un lieu dans le congrès qui est réservé au secrétaire général, et là il se passe beaucoup de choses, bien entendu, pendant le congrès lui-même, ou dans les couloirs, comme chacun le sait. De ce point de vue, la politique communiste n'est pas si originale, elle ne tranche pas à ce point avec toutes les pratiques des couloirs. Or, tout cela, bien entendu, le problème, c'est que ça ne laisse pas de traces. Or, d'une certaine manière, pour ce qui concerne, j'allais dire, l'orientation même du congrès, c'est fondamental. Donc, problème, mais je le soulève au passage. Dans l'ensemble, j'ajoute que les interventions à la tribune sont la plupart du temps préparées et calibrées. Ça n'a strictement rien de spontané et d'individuel, préparées et calibrées, soit par les instances nationales quand il s'agit de faire des bilans d'activité de la direction sortante, soit par les délégations elles-mêmes. En dehors des interventions que j'appellerais les interventions repères des principaux dirigeants, la fonction de l'intervention retenue par le président de séance est en général d'illustrer la pertinence des analyses et des choix officiels en leur donnant la caution et l'épaisseur, je dirais, parce que ce n'est pas simplement une caution formelle, l'épaisseur de la pratique locale. La ligne générale y est donc approuvée, c'est le cas pour la grande majorité, l'immense majorité des interventions, ou critiquée, plus ou moins, quelques voix dissidentes, parfois même une voix dissidente dans la période, j'allais dire, qui précède 1978 et la crise, l'amorce des crises qui vont secouer le parti à partir de là, un peu plus par la suite, mais toujours très minoritaire. Mais la ligne générale, qu'elle soit approuvée ou pas, en tout état de cause,
elle n'est pas discutée véritablement et a fortiori, elle n'est pas amendée. Les aménagements, presque toujours à la marge, sont soigneusement contrôlés et maîtrisés par la commission de la résolution qui joue un rôle politique de ce fait non négligeable. Tout cela pour dire, je termine, je rassure tout de suite Jean et Serge, tout cela pour dire, pour terminer ma première partie rapidement, que la lecture fastidieuse des textes de congrès ne nous apprend rien pour l'essentiel. En tout cas, au-delà de ce qui constitue l'ossature véritable du congrès, c'est-à-dire le rapport du secrétaire général. C'est dans ce rapport qu'on trouve tout. Pour l'anecdote, alors je vais dire quand même une petite anecdote, c'est ainsi qu'on trouvera dans celui de 79 un passage assez étonnant où Georges Marchais annonce que sera rédigée une nouvelle histoire du PCF. Annonce qui n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable, en tout cas notamment avec les historiens de ce qui s'appelle l'Institut Maurice Thorel, et qui heureusement, comme vous le savez, je dis bien heureusement, ne fera l'objet d'aucun processus de réalisation, même modeste. Voilà quelque chose qui est dans le rapport du secrétaire général et qui, ma foi, là pour le coup, aura servi à rien du tout, et encore une fois, heureusement. Voilà pourquoi, pour ce qui me concerne, je tiens les congrès pour très subalternes, en tout cas, si l'objectif est de comprendre les fluctuations politiques, les fluctuations de la stratégie politique. Alors, est-ce qu'il faut en conclure que ça ne sert à rien d'accumuler la documentation numérisée du congrès? Évidemment, je dis tout de suite non, pas du tout, pour rassurer tout le monde, mais je veux dire aussi pourquoi et la manière dont je me permets de quelques observations aussi ou quelques suggestions sur peut-être la manière de travailler, les objectifs du travail. Alors, tout d'abord, parce que si les documents de congrès n'apportent guère dans le détail, et si on les prend isolément, j'allais presque dire en tant que tel, comme ça, congrès après congrès, ils offrent une masse concentrée de textes dont l'analyse sérielle, je dis bien l'analyse sérielle, permettrait, à mon avis, permettrait de voir comment une ligne politique est perçue par ce que l'on peut appeler des cadres intermédiaires qui sont décisifs dans le fonctionnement, dans l'histoire du parti. Il est alors possible de repérer à la fois dans cette masse de textes le corps du consensus militant, c'est-à-dire ce qui structure ce consensus militant qui fait la force et la cohérence de l'organisation communiste, et de mesurer ces variantes ou ces ajustements à un moment donné. Et donc, de ce point de vue, il peut être intéressant d'étudier chaque congrès, j'allais dire synchroniquement, comme un tout, c'est-à-dire le moment congrès, pour repérer dans ce moment congrès l'ossature, j'allais dire, de l'identification et de la culture communiste du moment et éventuellement les écarts, les variations, etc. Et si l'on passe de la synchronie à la diachronie, avec cette masse de textes accumulés qui désormais sont numérisés, on a un outil remarquable pour étudier ce qu'on peut appeler une culture d'organisation, ses continuités, ses évolutions et ses ruptures. Et l'intérêt est d'autant plus grand que les délégués au Congrès, et ce faisant les intervenants au Congrès, sont un reflet, certes déformé, mais pertinent, du corps militant lui-même. C'est-à-dire qu'au travers de ces interventions, on a réellement une idée de ce qui structure en profondeur l'imaginaire mental, le langage, le discours, j'allais dire, du corps communiste tout entier. Et de ce point de vue, il serait intéressant je le dis comme ça, comme je ne sais pas si c'est pertinent, il serait intéressant de mener parallèlement à l'étude qui est déjà plus ou moins amorcée de la sociologie des délégués, de s'attacher plus particulièrement aux intervenants, à la logique de leur choix et à leur profil militant. Je pense que peut-être, j'allais dire, dans l'accumulation de données
disponibles sur le profil des participants au congrès, une étude plus spécifique sur les intervenants pourrait être peut-être intéressante. Et il est alors intéressant de mener cette étude à la fois pour chaque congrès et de façon sérielle, là encore en essayant de dégager à la fois la continuité des ajustements et des ruptures. Je sais qu'il y a du travail, on le sait, hein, puisqu'on en a parlé déjà, qu'il y a du travail engagé là-dessus, avec les possibilités disponibles. Je pense que c'est fondamental et je suis sûr que ça donnera des choses passionnantes pour la compréhension de la culture, de cette culture politique qui a quand même marqué largement le XXe siècle. J'ajoute une autre dimension dont Jean a parlé et que je trouve, moi, extrêmement importante et encore un peu négligée aujourd'hui. C'est un congrès, c'est pas simplement un réservoir de paroles et de textes, c'est aussi, comme l'a dit Jean, un objet social total où se révèle et se construit l'identification à un groupe. C'est donc un moment, non seulement qui est le reflet de ce qu'est un groupe social politique, sociopolitique, mais aussi où se construit cette identification, parce qu'au fond, il n'y a pas d'identité en général, il y a des identifications qu'il faut analyser dans leur évolution. Un congrès, c'est un lieu matériel qui se construit. Tu as montré donc, tu as fait référence évidemment au trésor des films. Moi, il y en a un que je trouve délicieux, extrêmement intéressant. C'est celui qui, autour du congrès de Gennevilliers de 1950, raconte comment a été construit l'espace du congrès. Et c'est génial. C'est tout à fait intéressant. C'est un lieu matériel qui se construit, donc, qui s'administre comme une grande manifestation culturelle lourde, ce n'est pas un petit événement qui est mis en scène, dont l'espace organisé, tu l'as dit Jean, reflète l'image voulue de l'organisation avec sa tribune, la distribution des délégations qui est près de la tribune, qui est loin, etc., sa décoration, ses portraits, ses slogans, etc. Le congrès, tu as employé le mot, c'est un rituel savamment organisé qui mêle des schémas internationaux, le rituel, j'allais dire, stalinien, soviétique, et des références françaises. Je pense en particulier à cette idée que, par exemple, le PCF de la fin des années 30 accordait une grande importance à la scénographie jacobine de la Grande Révolution, avec par exemple Joseph Guillet, qui a été à la Libération directeur général des Beaux-Arts, qui a participé à la constitution du musée Carnavalet, qui en a été un des premiers responsables, avait travaillé sur David, le peintre, qui était le grand organisateur, comme on le sait, des cérémonies robespierristes. Hein. Et le PC s'intéressait ouvertement à ça pour penser, j'allais dire, sa propre scénographie. Le rite, comme Jean l'a dit, a ses temps forts, hein, ses moments imposés, le salut des délégations étrangères, le salut de la délégation de la jeunesse communiste et des pionniers, bien entendu, les fleurs offertes aux dirigeants, les applaudissements, et comme on le sait, le jeu subtil entre les applaudissements et les standing ovations, qui quand même disent quelque chose sur le fonctionnement de l'organisation. C'est un moment de socialisation forte avec ces repas, ces internets et tout ça, ça révèle les structures fondamentales de la langue communiste. Les textes en sont un outil, mais aussi l'éthos qui est révélé par l'image au travers notamment, moi tu as évoqué beaucoup de choses, Jean, j'ajouterai les styles vestimentaires, parce qu'il y a les congrès en costume, il y a les congrès en chemise blanche en juillet-août, évidemment, avec les manches retroussées, on enlève la cravate, comme à la tribune, comme dans la salle. Il y a évidemment les changements de mode vestimentaire, de coiffure, enfin bref, c'est un outil. Au fond, le congrès, c'est un objet ethnographique qui met en scène ce que Jean Chénaud, historien de l'Asie orientale bien connu, qui a été membre du parti de 1948 à 1969, appelait avec justesse un art de vivre. C'est ça, il employait cette expression. Eh bien, je pense qu'un congrès est une image parmi d'autres dans cet art de vivre. Et donc,
outre les textes, on sait qu'on dispose là-dessus d'une impressionnante quantité de documents, hein, photographiques ou cinématographiques. Je pense que tu as raison, Jean, de dire qu'il faut considérer que c'est un matériau. Et à la limite, ce que je suggérerais, c'est qu'on en fasse de celui-là, comme d'ailleurs des textes, un usage à la fois, je vais presque dire, contextualisé, c'est-à-dire au congrès avec congrès, mais peut-être aussi de manière transversale de travailler diachroniquement sur cette imagerie du congrès tel que nous donne beaucoup d'éléments. Voilà, je termine en disant que je pense que je ne regrette pas de ne pas m'être perdu dans le pensum que représente la lecture des textes de congrès, enfin de manière modeste en tout cas, mais j'ai eu tort, très certainement, de ne pas voir ce que directement ou indirectement, en détail ou en bloc, ce matériau pouvait apporter à l'histoire du communisme. À condition d'en faire une lecture non pas illustrative, je dirais, mais d'en faire une lecture globale, en utilisant les méthodes aujourd'hui possibles. Et ça, évidemment, un individu seul ne peut pas le faire, mais je sais que désormais existent, notamment évidemment autour des lieux de recherche, à Dijon, à Rouen et un peu partout, les ressources existent pour engager un travail collectif dont moi, je suis sûr maintenant qu'il pourra donner beaucoup de choses passionnantes. Mais bien évidemment, se terminerait en disant on comprendra que ce n'est pas le travail d'un vieillard chenu et que donc c'est à d'autres de s'engager dans ce travail que je n'ai pas fait, encore une fois, avec des raisons qui se tiennent et en même temps, j'ai eu tort. Voilà. Bon, je termine. J'ai déjà dépassé mon temps de parole. Merci Roger. On reprend. Alors peut-être s'il y a des questions, des remarques, il y a deux éléments, je crois, pour participer. Il y a la possibilité pour ceux qui sont à l'écran de lever la main. Et sinon, il y a le registre questions-réponses ou discussion. Et puis on peut passer la parole si besoin. Oui, non, c'était juste pour une remarque sur les congrès que vous avez étudiés. Bon, moi je les connais évidemment moins bien que vous, dans leur contenu, dans leur contexte et leur réception. Moi je m'interrogeais parce que je ne sais plus si c'est Serge ou Roger à un moment donné qui a parlé c'était Serge, je crois, au début. Il y a les congrès, entre guillemets, qui, bon, pour les acteurs eux-mêmes, sont importants parce qu'ils y participent, ils élaborent, ils y parlent. Hein. Puis il y a ceux qui restent dans la mémoire collective, qui ne sont pas forcément les plus importants, les plus décisifs, à l'échelle de la longue durée. Alors, j'aimerais que vous repreniez ça, les uns et les autres, sur quels seraient les exemples de congrès tout à fait décalés, c'est-à-dire qui ont joué un rôle décisif dans l'histoire du PCF, mais qui ensuite ont disparu, soit la conscience collective les a oubliés progressivement pour X, Y raison, soit c'est, comment dirais-je, un inconscient collectif qui fait qu'on n'a pas envie de se remémorer un certain nombre de choses. Bon, mais je trouve que c'est une problématique intéressante. Ça m'a fait penser à un congrès d'un autre courant politique qui a étudié un politiste, là, Karim Fertig, sur le congrès de Bad Godesberg, la social-démocratie allemande, de 1959, où il a fait une étude très très précise, même sur les commissions programmatiques. Et il montre assez bien que le Bad Godesberg, vous savez, le fameux truc pour que les sociodémocrates deviennent des bons réformistes, etc., bien gentils, hein, il dit que c'est quelque chose qui se construit progressivement, alors assez vite, et que par exemple les acteurs de 1959, il s'est cogné toutes les commissions programmatiques, alors, ça intéressera à ceux que ça intéresse vraiment, mais on voit bien que c'est largement rétrospectif, si vous voulez. C'est du rétrospectif assez rapide. Après, il y a des gens comme Alain Bergogneau qui ne savent pas ce qui s'est passé à Bad Godesberg, mais qui pendant 30 ans en parlent sans discontinuer. Et la réception française est assez accablante. Hein. Bad Godesberg, c'est assez intéressant. Mais du coup, est-ce que ce genre de configuration s'applique à des exemples? J'imagine que oui, mais finalement, en y réfléchissant, en vous écoutant, je me dis quels seraient les exemples les plus marquants. Je me disais, est-ce que finalement le congrès, pardon, on t'avait perdu là. sur le moment, et c'est important après. On a perdu Jean Numa. Bon, il est figé, on l'a plus. Non,
Moi, je veux bien répondre. Ouais, vas-y, Serge. Moi, sur la question qu'a posée Jean Numa, c'est-à-dire cette question de la place des congrès dans l'histoire du parti, si on prend un livre dont Roger a parlé tout à l'heure, qui est un livre qui a son importance de ce point de vue, le manuel d'histoire du PCF et l'échec d'une nouvelle entreprise de ce genre en 1979, le livre qui est paru en 63, 64, hein, 64, si on prend ce manuel, on voit que le sort réservé aux différents congrès est très variable. Il y a des congrès qui méritent l'attention, d'autres qui ne méritent pas. On est en 64, quelque chose qui est un moment, disons, qui globalement se rapporte à la période dont Jean a parlé, même si ce n'est pas tout à fait ça, mais parce qu'il y a une histoire antérieure. Et si on prend les congrès, lesquels sont en quelque sorte mémorisés. Après le congrès de Tours, n'est pas enregistré comme un congrès du parti, même s'il est identifié comme celui qui a donné naissance. Donc il y a toute une ambiguïté sur le congrès de Tours, identifié comme le premier dans la numérotation, mais qui a un statut spécial. Après, les congrès suivants, les congrès de Marseille, de Lyon, de Paris, les congrès qui vont du 2 au 5, c'est des congrès qui sont tout à fait importants, mais qui sont dans la mémoire collective, qui apparaissent comme des moments sur tel ou tel point, le programme agraire, la bolchevisation et les entreprises. Il y a la dimension globale du congrès n'apparaît qu'avec le congrès de Lille. Le congrès de Lille, enfin, ça apparaît dans ce manuel, hein, je parle. Et puis, après, de nouveau, les congrès n'ont plus d'identité. Et on a un retour d'un congrès identifié avec le congrès de Villeurbanne. C'est-à-dire que ne surnage que 2 ou 3 congrès comme des moments importants de l'histoire, dans l'histoire du parti. Alors, pourquoi? À mon sens, c'est comment dire, c'est une manière d'écrire l'histoire de la continuité. C'est-à-dire qu'on prend des partis qui symbolisent une continuité dans une démarche téléologique. Hein, c'est-à-dire, à un moment donné, on est en 1964 et on réécrit une histoire qu'on veut cohérente et quasiment sans rupture. Hein, puisque les congrès, moi, de ce point de vue-là, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais sont des moments, sauf exception, qui sont des moments où on construit l'unanimité. L'unanimité, elle se fait de sorte que les congrès qui n'ont pas été des congrès d'unanimité, là où il y a eu des tensions, là où il y a eu des divisions, une partie des dirigeants qui ont été mis de côté, ou même quand il a pu y arriver qu'il y ait des divisions explicites, ces congrès disparaissent de la mémoire de l'organisation, de la mémoire historique de l'organisation, comme disait Marie-Claire Lavabre. Hein, et de ce point de vue, c'est tout à fait intéressant de voir le tri qui est fait. Et le tri qui est fait, à mon avis, il est sur cette base-là, c'est-à-dire le congrès est un moment d'unanimité et de cohérence du parti, donc on se souvient de ceux qui peuvent être identifiés à ça, beaucoup plus, à mon sens. Voilà pour répondre à la question de Jean Numa. Ma deuxième remarque, c'est qu'évidemment, pour la période de l'internationale communiste, une grande partie de la décision et de l'importance du Congrès est à relativiser, si j'ose dire, même du point de vue de l'histoire du parti, parce qu'elle se fait toujours en résonance avec l'histoire de l'international à tel ou tel moment. Alors, ça, après, ça disparaît, on évacue, on gomme ça, mais dans les faits,
les congrès sont toujours des congrès qui sont en résonance. Et de ce point de vue, il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on étudie, qui peut être à étudier spécifiquement. Pour les premières années, c'est la représentation de l'international, le discours du délégué, le discours du représentant de l'international, qui est en lui-même un genre particulier qu'on peut suivre d'un congrès à l'autre. Et après-guerre, c'est les interventions des délégations étrangères et de certaines délégations étrangères qui sont elles-mêmes évidemment significatives du lien du parti au moment du congrès au mouvement communiste international. Alors Serge a terminé, Roger a levé la main et j'ai vu, il y a une question de Pierre Mathieu dans le panel sur les listes nominatives des délégués pour chaque congrès et par fédération, sont-elles accessibles en ligne? Donc on y reviendra après, mais je la mets à la discussion générale. Roger, vas-y. Oui, c'est à partir de la question évoquée par Jean Dumas, bien entendu, hein, sur il y a en fait très peu de congrès dont on peut dire qui sont restés plus ou moins de manière, j'allais dire, ou construits ou du fait de leurs caractéristiques dans la mémoire historique du parti. À mon avis, j'allais presque dire, il y en a peut-être que 3 et qui ont une signification particulière. Hein. Il y a le congrès de Tours, parce que c'est l'identification, l'identité par excellence, le moment où se différencie l'identité socialiste de l'identité communiste. De ce point de vue, la dimension fondatrice de ce congrès de Tours, même si elle est mythifiée, même si elle est beaucoup plus complexe, évidemment, dans la réalité que ce qu'on en a retenu par la suite, mais en tout état de cause, il y a le congrès de Tours. Le congrès de Villeurbanne que tu as cité, Serge, à mon avis, renvoie au fait que s'il y a un modèle stratégique qui a marqué, j'allais dire, durablement l'histoire politique du parti et de sa culture politique, c'est le congrès de Villeurbanne. À tel point, mais tu es particulièrement bien placé pour le dire, que le congrès, qui est le 3e congrès de référence de la mémoire communiste, c'est-à-dire le 22e congrès de 72, est calqué sur le rapport, enfin la structure plus exactement, est calquée sur le rapport du congrès de Villeurbanne. Et donc le 3e congrès… Je suis au courant, effectivement. Voilà, le 3e congrès, c'est le 22e congrès de 76, parce que là, du point de vue, j'allais dire symbolique, on va retenir de ce congrès l'abandon de la dictature du prolétariat, même si la décision n'est pas prise dans le congrès, mais juste avant le congrès, d'une part. Et j'ajoute que de manière assez étonnante, mais ça a été l'objet d'une construction volontaire, on a souvent, en tout cas avant le congrès lui-même, je pense en particulier aux conférences fédérales, on a beaucoup moins parlé relativement de l'abandon de la dictature du prolétariat que de l'épisode fameux de la morale et de la perversion qui a volontairement, hein, c'était une manœuvre de la direction, fracturé pour une part les communistes qui se sont empaillés sur la morale alors que par ailleurs ils adoptaient quelque chose qui culturellement était fondamental. Et donc, j'allais presque dire, il y a des congrès qui font partie d'une certaine manière du mythe communiste, parce qu'ils renvoient à une identification fondamentale ou à des identifications fondamentales et à des modèles politiques qui vont structurer l'univers mental communiste. De ce point de vue, j'ai l'impression qu'il y en a 3. C'est comme les comités centraux. Alors, avec une part mythique, c'est comme Argenteuil, qui est à la fois décisif, et par ailleurs, Argenteuil est aussi parfois plus un mythe, à la limite, j'allais presque dire qu'une réalité. Sans doute, en est-il de même pour les congrès. Tu as raison de dire pour Bad Godesberg, au fond, le congrès de Bad Godesberg n'est pas aussi décisif dans l'univers, j'allais dire, politique de la social-démocratie. Il n'en reste pas moins qu'il y a une sorte de cristallisation symbolique sur ce congrès qui va marquer profondément les consciences politiques pour plusieurs générations, comme
tu l'as rappelé à l'occasion de ce congrès. Je pense qu'il en est de même pour le parti. Il y a des congrès qui sont retenus dans la mémoire, qui sont importants, très certainement, mais surtout qui valent parce qu'ils disent quelque chose sur l'identification communiste de longue durée. Bon, Serge et Roger, je pense, t'ont répondu, Jean Numa. L'essentiel est là. Concernant les listes nominatives, alors, deux petites choses. D'abord, je salue aussi la présence de Maxime Guillaumac qui est en train de terminer l'indexation des congrès. Tout est numérisé, mais il y a un travail long et fastidieux que Yann avait commencé. Maxime est en train d'avancer. Il y a encore quelques congrès à faire, et quand il y a des centaines de pages, comme l'a dit Roger tout à l'heure, où on repère les noms qui sont cités, les noms d'intervenants, et donc toute l'indexation, on peut les retrouver par ces listes. Mais en revanche, ce n'est pas à tous les congrès qu'on a forcément toutes les listes nominatives des délégués pour chacune des fédérations. Il peut y avoir des éléments, mais on ne les a pas tous. Alors en revanche, il faut aller dépouiller aux archives départementales à Bobigny, de Seine-Saint-Denis, pardon, les archives du parti, où il y a quelques éléments qui concernent effectivement les préparations, les délégués. On peut comparer aussi avec le Métron, même si ce n'est pas toujours juste, mais il y a quand même des éléments. On peut comparer avec la presse, il ne faut jamais oublier de regarder la presse, mais la base de données globale sur les délégués au congrès, elle n'existe pas, elle resterait à faire. Ça, c'est un travail qui peut être fait peut-être de manière coopérative et collaborative. Aujourd'hui, ça existe de plus en plus, ces bases de données collaboratives, et ça pourrait être intéressant de le faire. Voilà la réponse pour Pierre. D'autres remarques, questions? Je ne vois pas dans le chat, je ne vois pas de main levée. Serge a une question. Alors, vas-y, Serge. C'est juste pour répondre à Pierre, dont je salue la présence. Pierre, tu étais au 23e congrès. Pour prolonger du 22e. Pour prolonger la réponse de Jean, je veux dire que pour l'entre-deux-guerres, on a les archives des fédérations, et là, on a des archives où il y a le vote, il y a des documents de travail sur les délégués et sur aussi en général la préparation du congrès au moment des congrès fédéraux. Donc on a beaucoup de documents, mais c'est souvent très dispersé. Alors, en partant des documents qui sont dans les fédérations ou qui sont dans la préparation par la fédération du congrès. Donc on peut retrouver, et j'imagine, je prends un exemple au hasard, si Pierre Mathieu s'intéresse à la fédération de l'Aube, par exemple, à une époque où il n'y a pas que des fédérations, il y a des régions, c'est un peu plus compliqué, mais quand même, on va pouvoir aller chercher dans les documents préparatoires des congrès au niveau des conférences fédérales ou des conférences fédérales ou régionales, les délégués tels qu'ils vont être en quelque sorte ensuite désignés pour le congrès. Mais c'est 20 ans, c'est à l'échelle de l'histoire du Parti communiste, c'est une petite période. C'est celle où on a les archives des fédérations à travers les archives de l'International. Roger m'interpellait sur… le 22e congrès, Villeurbanne, et comment tu as recopié le plan de Villeurbanne. C'est anecdotique. Dans ma jeunesse, j'ai été amené à travailler au secrétariat du PC, du secrétariat de Georges Marchais, secrétaire général, pour préparer le 22e congrès. Et dans la préparation, c'est-à-dire les 3 mois il s'est agi de préparer le rapport. Il y avait une discussion sur le plan, le schéma, à la fois du rapport d'activité, mais aussi du rapport de présentation de la politique du parti. Et donc, à ce moment-là, historien en même temps travaillant à l'Institut Maurice Thorez, j'ai été amené sur la demande du secrétariat de Georges Marchais d'aller chercher le volume de Villeurbanne, du congrès de Villeurbanne, que j'ai fait lire, dont j'ai montré la structure aux collègues, aux camarades du secrétariat qui ont été emballés, mais vraiment emballés par ce schéma. Et si vous regardez la structure du rapport de Georges Marchais au moment du 22e congrès, il y a vraiment une parenté. Sinon,
une résonance avec comment dire, la manière dont Thorez expose, et même dont Jean Renoir expose la situation dans son film La vie est à nous. Parce que la structure est presque la même. La France est un pays riche, la France est un pays dont le potentiel économique est magnifique, mais il y a non pas 200 familles, mais il y a les monopoles. Et les monopoles capitalistes, c'est plus les 200 familles. Et ensuite, il faut développer une politique d'union du peuple de France. Hein, union du peuple de France, c'est une reprise du vocabulaire de 1936. Au passage, il y en a d'autres qui, aujourd'hui, sont capables aussi, sans le dire, de reprendre ce même vocabulaire en parlant d'union populaire. C'est vraiment une filiation qui est très, très, comment dire, très directe depuis les années 30, depuis le Congrès. Alors, ce qui est curieux, mais ça, c'est à Roger qu'il faut demander, parce que moi, je n'ai pas d'explication, c'est que le même secrétaire général, après s'être appuyé sur le rapport de Villeurbanne pour présenter la nouvelle politique du Parti communiste en 1976, le socialisme aux couleurs de la France, sera capable, alors ce n'est pas au 23e congrès, mais c'est au 24e congrès, si ma mémoire est bonne, de dire que la raison principale des difficultés du parti, le retard qu'il a pris, ça a été d'en rester au Front populaire. Je ne sais plus si c'est le 24e congrès, hein, je pense, Roger. Et là, tu étais aux affaires, et il y a eu, enfin, tu étais aux affaires, façon de parler, tu étais dans les affaires. Et il y a eu un moment où on a imputé à la référence au Front populaire la responsabilité des difficultés du Parti communiste, notamment par rapport à l'idée de programme commun, mais aussi par rapport à l'idée de, comment dire, de constitution d'un rassemblement anti-monopoliste, considéré comme étant beaucoup trop large par rapport à un rassemblement dit anticapitaliste. Et ça, c'est le débat qui se noue autour du 24e congrès. Le 24e congrès, c'est un congrès qui fait le bilan négatif de la participation. Oui, c'est juste ce que tu dis, avec un petit bémol qui est que on sait parfaitement que le regard communiste sur le Front populaire a toujours été, j'allais dire, d'une certaine manière ambigu. C'est-à-dire que l'expérience du Front populaire, elle a deux versants. Il y a le versant qui est quand même historiquement le versant dominant. En tout cas, il est totalement, à partir de 1964, et je pense que dans les représentations communistes, ça n'a jamais été balayé comme ça avait été balayé en 1939 au moment de la parenthèse de la guerre impérialiste. C'est la grande expérience, j'allais dire, de rassemblement qui, par sa dynamique rassembleuse, permet de battre le fascisme. Et dans cette expérience, le Parti communiste occupe une place centrale. Et puis, il y a l'autre versant qui est le Front populaire. C'est aussi le moment des illusions, des déceptions, des attentes qui ont été trompées. Et il y a toujours une réflexion à l'intérieur du parti sur qu'est-ce que c'est qui a manqué. Et tu sais fort bien, certains, vous savez fort bien, que dans les éléments d'explication, il y a en particulier cette idée, le problème du Front populaire, c'est que ça ne s'est pas appuyé sur des comités, que des comités enracinés dans le local, c'est-à-dire l'union à la base. Et donc, selon les moments dans, j'allais dire, l'histoire du parti, dans le Front populaire, on va retenir la dimension, les accords programmatiques, la signature du programme de 1936, j'allais dire, le rassemblement du 14 juillet 1935, 1936, etc., d'un côté, et de l'autre côté, cette idée que
ça n'est pas suffisamment un mouvement vers le bas et que donc il aurait fallu des comités. Et en 79, d'une certaine manière, à partir de 79, on en revient à l'idée de l'union à la base autour qui se construit par en bas, avec la reprise parfois de formules telles quelles l'union en haut parfois, l'union en bas toujours. Voilà. Et selon les moments, on joue, j'allais presque dire, d'une dominante à l'autre. Et c'est vrai, en tout cas, que à partir du 24e congrès, il y a j'allais dire il y a trois interprétations du déclin qui se combinent plus ou moins. Il y a le retard de 56, excusez-moi de revenir sur celui-ci, évidemment, hein, le rapport au 20e congrès du PC soviétique. Il y a le fait qu'il y a une ambiguïté dans la stratégie de rassemblement qui privilégie trop le haut par rapport au bas. Deuxième terrain d'explication. Et troisième terrain d'explication, mais là, on revient quasiment vers la période contemporaine. Le problème du Parti communiste, c'est que dans le rassemblement, il a disparu dans les moments les plus structurants, et notamment, bien entendu, parmi ces moments structurants, les élections présidentielles. Et ça, j'allais presque dire, à partir du moment où s'efface l'union de la gauche autour d'un programme commun, dans l'imaginaire communiste et dans le discours communiste, on va plus ou moins jouer de ces références, tantôt en insistant sur les limites du Front populaire, tantôt en revenant sur, au contraire, la dynamique enthousiasmante du rassemblement et des vertus du rassemblement. Mais ça doit, j'allais dire, s'analyser encore une fois diachroniquement et en même temps, dans chaque période, de voir comment fonctionne cette tension qui est permanente dans les représentations politiques communistes. Et tu as raison de dire, en tout cas, à partir après 79, en tout cas, on a cette hésitation à l'égard de la mémoire du Front populaire et on n'est plus dans la logique du 22e congrès. D'autres questions, remarques, je ne vois pas de main se lever, j'en vois pas dans le chat. Ouais, vas-y Serge. Vas-y. J'avais une question à te poser à toi, Jean. Tu avais un projet auquel j'ai participé concernant ce qu'on pourrait appeler le discours communiste, l'histoire du discours communiste. Et je me pose la question si le matériau que représentent les congrès dans la très longue durée, c'est le prolongement de la remarque de Roger, si ce matériau-là, parce qu'il faut circonscrire les documents, il faut trouver des documents un petit peu analogues pour pouvoir faire des analyses comparées, est-ce que ces documents des congrès ne pourraient pas permettre de mesurer en longue durée ce qu'a été l'évolution d'une partie du discours communiste? C'est-à-dire à la fois sa manière, son vocabulaire, la rhétorique, l'argumentation communiste, essayer de la comparer d'ailleurs avec d'autres vocabulaires et rhétoriques voisines, proches, celle du socialisme par exemple, et d'essayer de définir à la fois des permanences ou la disparition même parfois de références comme, contrairement à ce qu'on pense, des transformations profondes et en tout cas d'avoir une chronologie de l'histoire du parti qui, je ne veux pas dire qui s'émancipe, mais qui prenne la distance à l'égard de la rhétorique du parti sur lui-même, quoi. C'est-à-dire qui permettent d'objectiver l'analyse du communisme, le discours communiste, à travers une méthodologie, la fouille de données, l'analyse linguistique ou autre. Et comme tu as été porteur de ce projet et que je pense que tu l'es encore, Jean, j'aimerais savoir si toi, tu penses que ça peut s'appliquer aux matériaux que représentent les congrès, aux matériaux documentaires que représentent les congrès. Oui, Serge. Alors, oui, c'était le projet d'ANR qu'on avait appelé Coquelicot, Corpus, Questions linguistiques communistes.
sur lequel on voulait essayer de voir ce qui venait de la culture communiste propre, c'est-à-dire, je dirais, de la greffe, comme on pourrait le présenter autrement d'un point de vue historiographique, ce qui vient du modèle bolchevique-léniniste ou stalinien, comme vous les avez évoqués tout à l'heure, donc ce qui est importé, ce qui est une figure logique de traduction, ou ce qui venait effectivement de la matrice socialiste, social-démocrate, parce que c'est pas que socialiste, c'est aussi social-démocrate, c'est Kautsky, c'est la social-démocratie, enfin, c'est tout cet héritage, et Jean Numa connaît bien tous ces enjeux. Effectivement, les congrès, ça pourrait être un cas d'école. Et à la limite, s'il faut représenter l'ANR, puisque sur le scientifique, on a été très bien jugé, mais c'est sur la question du corpus qu'on avait été mal jugé. À la limite, on pourrait dire, au lieu de prendre la presse comme on l'avait dit, maintenant qu'on a les congrès, partons sur les congrès. On a les congrès communistes donc, qui seront totalement numérisés en ligne. Ça fait 130 congrès, 38 congrès pour faire vite. On a avec Gallica et la BNF la mise en ligne des congrès de la SFIO et du monde socialiste, donc ce qui permet peut-être cette comparaison. On peut regarder aussi les congrès, alors là, cette fois-ci, liés à l'international communiste, le 7e congrès, par exemple, mais tous les autres qui existent, qu'on a aussi par ailleurs. On pourrait regarder, en gros, comment ça circule, comment les mots dans une approche qui n'est pas simplement nationale, mais qui est aussi internationale, connectée. Me semble-t-il, on pourrait faire des choses. Donc, du coup, on pourrait l'appeler Coquelicot Coco, hein, c'est-à-dire non pas simplement corpus question linguistique communiste, mais aussi congrès. On rajouterait un coco à la fin et peut-être que ça passerait là cette fois-ci et que l'ANR, sur son côté cocorico, pourrait nous financer. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne idée. Et en revanche, ce que j'aimerais garder quand même dans le projet, c'est une dimension comparaison. Qu'on ne soit pas simplement franco-français en tant que tel, mais là, je parle sous couvert de Jean Nima qui connaît mieux le côté autrichien et le côté allemand. Si c'est bien présent pour la social-démocratie, je ne sais pas si pour les implantations, des fois très brèves, ou ça dépend des périodes, mais sur le KPD, est-ce qu'on a les congrès qui sont numérisés? Je n'ai pas l'impression, enfin, même s'il y a eu des choses qui ont été faites, mais tout n'est pas accessible. Et ce qui permettrait, si on prenait le cas allemand, si on prenait le cas italien, et le cas français, on pourrait avoir 3 pays en comparaison. Et je dis ça parce que j'avais une autre idée, c'était de le présenter, puisqu'il y a une ANR franco-allemande. Et là, je viens de recevoir l'invitation ce matin pour le 15 juin à la présentation des nouveaux panels. Il y a un panel Humanité numérique patrimoine. Donc, quelque part, me semble-t-il, ce qu'on est en train de faire là participe des outils que le numérique offre. Alors, on peut penser à intelligence artificielle, tout ce qu'on veut, fouille de texte, enfin, tout ce qui a été dit, je reprends ce que tu as dit, Serge, mais on pourrait le voir dans une dimension comparative et comparatiste. Alors, il pourrait y avoir France, Allemagne, Autriche dans un premier temps, enfin, je ne sais pas, Jean Numa, si ça te semble jouable, et puis on pourrait y rajouter l'Italie dans un temps peut-être concomitant, mais pas dans le dépôt d'une ANR FGD ou je ne sais plus, FGB, les ANR franco-allemandes. Voilà, excuse-moi pour la réponse peut-être pas suffisamment claire. Roger, vas-y. Oui, dans le prolongement de cette question, je me demande si d'abord, je pense que pour le coup, le corpus congrès est un corpus qui présente l'avantage d'être relativement homogène et en même temps très diversifié. Mais peut-être qu'on peut se dire qu'il y a 2 types d'analyses possibles. Je pense qu'il peut être intéressant pour le coup, parce que ça fait quand même un volume énorme, hein, de se dire, il y a toujours l'idée, le synchronique et le diachronique. Ce qui peut être intéressant, c'est de prendre en diachronie les rapports des secrétaires généraux et de comparer ça éventuellement à d'autres discours structurés d'autres pays. Italie et Allemagne me paraissent être de bons repères, hein, éventuellement d'ailleurs aussi
c'est un peu plus compliqué, mais non, pourquoi pas soviétique, quand même, pour toute une série de périodes, c'est-à-dire d'avoir en diachronie, ces 4. Et ce qui peut être intéressant, par ailleurs, c'est d'étudier, alors de manière peut-être pas pour le coup diachronique, mais plus synchronique, le rapport entre le langage qui apparaît, ou la structure, la cohérence, l'univers mental qui apparaît dans les rapports des secrétaires généraux et les interventions des délégués. C'est-à-dire de faire, j'allais dire, un découpage, soit homogénéité en longue durée des rapports qui structurent l'univers, donc communiste, les rapports des secrétaires généraux comparés à d'autres cas nationaux, et en transversal, la comparaison entre les rapports officiels, les grands rapports structurants, et la manière, au fond, dont c'est lu, perçu, intériorisé, acculturé par le corps militant. Peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir cette double. Tout à fait. Vas-y, Jean-Numa. Oui, bah, pour répondre à ton interrogation sur l'Allemagne, ponctuellement, il y a des congrès numérisés du KPD, notamment le congrès fondateur, qu'on trouve sur des sites plutôt militants. Par contre, j'étais en train de vérifier, mais à ma connaissance, il n'y a pas de travail systématique de numérisation des congrès du KPD. Par contre, c'est extrêmement bien fait pour le SPD. La Friedrich-Ebert-Stiftung a même un portail. Alors, elle a un portail pour les journaux, elle a un portail pour les revues théoriques, elle a un portail pour les congrès des origines. Donc, le 1890, le congrès de Halle, où le nom de SPD est pris, jusqu'en 1959, jusqu'à Bad Godesberg. Donc, ça, c'est entièrement consultable, c'est extrêmement précieux, mais il n'y a pas l'équivalent pour l'histoire communiste. Par contre, je signale parce que c'est beaucoup mieux fait souvent que ce qu'a fait la BNF. La presse social-démocrate et communiste est numérisée, y compris en Autriche. Les Autrichiens sont les plus avancés. C'est très impressionnant. Vous avez la totalité des courants politiques, compris de la presse régionale. Je sais bien que l'Autriche est un peu plus petite, après 1918, ce qui facilite les choses. Mais disons que, par rapport justement à la taille du pays, les moyens qu'ils ont mis sont considérables, c'est très bien fait. Et donc l'ENB, donc la Bibliothèque nationale autrichienne, a mis en ligne énormément de choses. Et parfois, donc j'arrête là-dessus, il y a des congrès de partis sociaux-démocrates ou communistes. Donc on a des choses relativement parcellaires. Et juste pour signaler ce que ça intéresserait, Die Rote Fahne, donc le journal du KPD est entièrement numérisé jusqu'en 1933 aussi. Donc, mais je crois dans mon mémoire que c'est la Friedrich Ebert qui l'a fait sur le SPD. Je crois pas que ça intéresse beaucoup la Fondation Rosa Luxembourg, tout ça, j'ai pas l'impression. Mais je vais avoir des gens à Rosa Luxembourg à Berlin dans 15 jours, donc je leur demanderai, mais donc le rapport au passé communiste est un peu compliqué, quoi. Donc les sociaux-démocrates numérisent tous leurs congrès d'avant 1914, ils pourraient aussi avoir un problème, mais non. Ben oui. Non, mais tu as raison. C'est quelque chose qu'on avait en Autriche, observé. vraiment, en Autriche, ça vaudrait le coup. Alors, la prochaine séance, il y aura justement un collègue autrichien qui pourra nous en dire plus. Oui, ce sera très bien. Une chose, Jean-Numa, une chose qui me frappe par rapport à notre discussion sur les congrès, c'est la prochaine séance, elle va être consacrée à l'eurocommunisme en Europe. Ce qui est tout à fait intéressant pour le Parti communiste français, c'est d'un côté le fait qu'indéniablement, il y a eu un moment où le Parti communiste a été, en France, impliqué dans l'eurocommunisme, mais il est très remarquable de voir que si on prend l'histoire des congrès du Parti communiste, la question de l'eurocommunisme n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas en tant que telle, explicitement. Et ce silence-là, cette non-présence explicite est vraiment assez intéressante en tant que telle. Elle est symptomatique. Elle est symptomatique aussi bien en 1976, au moment où les choses s'élaborent. La France a son modèle. Tout à l'heure, on parlait du socialisme aux couleurs de la France qui domine
complètement la réflexion sur socialisme et démocratie. Et en 79, on est sur, disons, la formule du bilan globalement positif à propos du socialisme réel qui explique que déjà la page, en fait, est tournée. Oui, mais je pense que tu as raison, mais c'est totalement explicable hein, parce que mais oui, c'est intéressant. 76, comment dire, l'eurocommunisme en marche, mais sa théorisation n'est pas faite. Ouais. Elle commencera à être faite en 78 par Canapa, avant sa mort, mais juste avant sa mort. Par contre, à partir de 79, non seulement l'eurocommunisme est déjà mort, mais qui plus est, s'il y a entre 75 en particulier et 77 rapprochement entre le PCI et le PCF, à partir de 79, c'est à nouveau le grand écart qui se construit. Donc, j'allais presque dire, il n'y a pas eu de congrès en plein cœur du mouvement eurocommuniste, et avant, c'est trop tôt, et après, d'une certaine manière, c'est trop tard, et le parti, comment dire, comme souvent, il est gêné par cette parenthèse. Il ne peut pas prendre officiellement de distance à l'égard de l'eurocommunisme, et donc c'est le silence qui règle le dilemme. On en parle. Non, mais c'est intéressant pour la prochaine séance d'évoquer ça. Ça donne envie de suivre la prochaine séance. Voilà. Vous voyez. Avec quand même, Roger, un bémol, est-ce que c'est un chant du cygne? Mais ce sont les élections européennes de 79 où tu as meeting commun, Parti communiste italien et Parti communiste français à Marseille. Donc, il y a quand même, comme toujours, des chassés croisés. Il y a un trend, mais il y a en même temps d'autres éléments. C'est vrai, Jean, mais fais attention au fait que… Mais je suis d'accord, je suis d'accord. Non, mais sur la question européenne, non, mais tu as raison de le dire. Parce que c'est toujours la même chose avec le parti. N'oublions jamais que dans la culture communiste, quand il y a un tournant, non, c'est toujours dans la continuité. Et donc, après 79, non, on n'a pas renoncé à l'eurocommunisme, d'un côté. Mais si tu prends les élections de 79 qui marquent le provision français, etc., c'est la distance maximale, j'allais dire, sur la question européenne avec le PCI. Mais comme il y a cette image positive de l'eurocommunisme et qu'on ne veut surtout pas dire ni pour l'intérieur ni pour l'extérieur qu'il y a eu un gap stratégique qui s'est opéré après 77, évidemment, on est très content de montrer on est toujours avec les communistes italiens. Et de fait, ce n'est pas non plus une rupture absolue. Hein, voilà. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? J'en vois pas. Pas de questions dans le chat, pas de main levée. Donc, on va rappeler que on va clore le séminaire d'aujourd'hui. Rappelez que la prochaine séance, c'est le 13 mai à Paris. C'est toute la journée consacrée à l'eurocommunisme. C'est Jean Numa. Simplement, je voulais vérifier une chose avec vous parce que tout le monde n'est pas forcément en présentiel. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir aussi un lien Zoom ou un lien Facebook Live en tant que tel? Je ne suis pas encore occupé de ça. Je présume que je dois vérifier que la salle est équipée. Et si jamais elle ne l'était pas, on pourrait s'arranger de toute manière avec un ordinateur portable. Au pire, voilà, mais je pense que c'est entièrement équipé. Hein, c'est une salle au Saint-Père, je pense. Ce sera en ligne sur le site de la Fondation. Alors, c'est pas toute la journée comme on fait une grosse après-midi. Hein. On fait 14h. Oui, c'est la grosse après-midi, je dis toute la journée. 14h, 17h30, je pense. Voilà. Ce sera essentiellement en anglais, mais je me débrouillerai pour faire des résumés au moins en français pour que voilà, et puis y avoir des interactions. Voilà. Donc, puisque les collègues comprenant le français, mais ne pouvant pas intervenir en français. Voilà, en gros. Voilà. Ouais, et puis nous, on va comprendre l'anglais. On va faire en sorte, avec Jean Numa, qu'il y ait cette retransmission, cette possibilité. Alors, si vous ne pouvez pas venir. On a Carlos Eduardo Gonçalves Machado qui pose une question. Est-ce qu'on peut poser des questions après cette séance? Si c'est possible, à quel mail pourrais-je m'adresser? Vous envoyez à la Fondation Gabriel Péri et ils nous feront suivre les questions. Voilà, à tania@gabrielperi.fr. Voilà, c'est parfait. Merci à toutes et tous, à bientôt, bon courage et
et barrage à l'extrême droite.